Bienvenue dans cette édition de Parole d'experts de Café de la Bourse, votre émission pour tout savoir sur l'envers de la finance, apprendre à décrypter les marchés, investir avec ceux et celles qui travaillent au quotidien. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ronnie Michali, CEO de Galilée Asset Management. Bonjour Ronnie. Bonjour Clémence. Alors, d'abord, on va commencer par votre poste actuel, CEO d'une société de gestion. Comment on devient CEO d'une société de gestion ? Alors déjà aussi loin que je puisse me rappeler, en fait j'ai toujours su que ce secteur de la finance existait. Forcément c'était le métier de mon père. Donc vous savez à D'accord. l'école primaire quand on vous demande, quand vous répondez à la fameuse question que Que font font vos les parents, parents ? bah du coup je savais que ce secteur existait, mais bon globalement c'est aussi une passion familiale. En fait, il y avait un de mes grands-pères qui était dans la banque, mon père donc qui est dans la finance, ma sœur qui travaille en asset management, mon oncle également. Donc c'est Euh, vraiment de famille. voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment c'est pas forcément tellement euh, quand j'ai découvert la finance qui est vraiment important, c'est plutôt quand j'ai compris que ce domaine pouvait m'intéresser. En fait, j'ai compris ça en école de commerce. D'accord. Et ce que je trouve passionnant dans ce métier, en fait, c'est que toutes sortes d'informations peuvent influencer ou ne pas influencer d'ailleurs les marchés. Une catastrophe naturelle à l'autre bout du monde, une guerre, une crise sanitaire, une innovation technologique majeure, un changement politique. Enfin, il y a évidemment tout un tas de choses qui peuvent influencer les marchés financiers et je trouve qu'il faut être très ouvert d'esprit et ça m'a beaucoup intéressé. Donc au départ, je voulais travailler en salle des marchés. D'accord. Donc, d'ailleurs, j'ai commencé sur le desk suisse à la Société Générale à Zurich, D'accord. dans la vente de produits structurés. Et puis après, je me suis rendu compte finalement que la technicité financière m'intéressait, mais d'abord et avant tout que c'était un business de flux. Et moi, j'aime bien effectivement capitaliser sur voilà ce que je fais dans le temps. Et donc, au fur et à mesure, je suis passé dans l'asset management. Alors, au départ, j'étais à la Société Générale, effectivement, en salle de marché. J'ai appris à travailler déjà. J'ai appris la réactivité. J'ai Ouais. appris que qu'il fallait être efficace parce que dans les salles de marché, c'est très challenging. Donc j'étais une personne cool, peut-être un peu trop. Et puis j'ai vraiment appris l'efficacité. Et puis après j'étais à la BNP. J'ai pu apprendre vraiment les structures qu'il y avait sur les marchés financiers, sur les commodities, sur la volatilité. Et puis après, j'ai bifurqué dans l'asset management chez Edmond Rothschild, puis D'accord. chez Fidelity. Et là, en fait, j'ai appris la mise en place de process. C'est souvent ce qu'on reproche à une société de gestion de portefeuille, surtout quand on a la taille humaine, c'est qu'on on a peu de process. En fait, tout chez nous est processé. Et donc finalement, j'arrive dans cette société à taille humaine qui est Galilée que je dirige aujourd'hui et finalement ce que j'ai à retenir c'est que il y a rien de mieux enfin en tout cas pour ma part aujourd'hui qu'une société à taille humaine qui a aussi des process qui sait être efficace, professionnel mais on peut s'exprimer sans détour, sans se défausser sans se défausser sa responsabilité sur un autre département à l'autre bout du monde ou une autre équipe que personne ne connaît. Il y a moins de politique interne aussi que dans les grands groupes. D'accord. Et Ouais. donc voilà, donc Galilée finalement a été fondée en 2000 par mon père et mon oncle. Et lorsque mon oncle est parti à la retraite, j'ai repris ses activités. Donc c'est une société de gestion familiale, mais je suis arrivé pour répondre à votre question, comment je suis arrivé CEO d'une société de gestion. Moi, j'ai fait quand même mes armes ailleurs, Ouais. dans des salles de marché, Bien sûr. Ouais. dans des sociétés d'asset management, etc. Et puis finalement, quand l'opportunité est arrivée, j'avais pas forcément prévu. Je voulais travailler moi vraiment en salle de marché à la base. Et quand j'ai vu que l'asset management me plaisait, que l'opportunité s'est présentée avec le départ de mon oncle, j'ai repris ces activités dans Galilée. Et qu'est-ce qui vous a le plus formé, marqué au cours de votre carrière? En fait, au cours de ma carrière, j'ai eu l'opportunité du coup d'arriver assez jeune chez Galilée et le plus challenging en fait c'était de manager
des personnes qui étaient plus âgées que moi. Ouais, Et ça, vraiment, je l'ai connu quand je suis arrivé. C'était assez compliqué parce que évidemment, faut asseoir sa légitimité sur quelque chose. bien sûr. Alors, je voulais absolument pas être considéré comme le fils d'eux ou avoir une légitimité uniquement de par mon poste. Mmh. Et donc forcément, bah, j'ai dû mettre en place, comme je disais, les process, mettre en place une organisation et surtout avoir des missions très très bien définies pour pouvoir bah, effectivement m'appuyer sur quelque chose de concret pour manager ces personnes-là et potentiellement parfois même faire changer bah, certaines habitudes qu'elles avaient. Donc ça, c'était vraiment très challenging. Deuxième chose, peut-être qui m'a marqué, c'est effectivement quand on arrive. Moi, j'étais plutôt en plus dans des postes de sales et donc au contact avec beaucoup de personnes. Et lorsqu'on arrive effectivement et qu'on doit manager et qu'on est une société de gestion. À l'époque, on était beaucoup plus petits, hein, on était que 4, 5 personnes. D'accord, ouais. Alors, on se retrouve effectivement avec la solitude du management, sans vraiment de collègues. Et moi, j'étais à l'époque, en toute modestie quand même, mais assez apprécié par mes collègues. Et j'étais dans des grands groupes, hein, Oui, Fidelity, bien sûr, ouais, ouais. BNP, Société Générale. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment quelque chose qui était compliqué. C'est voilà, on arrive, on doit manager, on n'a pas forcément de personnes sur lesquelles s'appuyer, qu'on connaît depuis longtemps. On n'a pas forcément de collègues à qui on peut se confier. Ça, c'était peut-être un petit peu difficile au début, Au mais début. D'accord. aujourd'hui, ça a totalement changé. On est une société, on a une équipe qui est beaucoup plus importante et des gens avec qui j'ai monté tous ces projets. Donc voilà. Mais au D'accord. départ, ça a été très challenging. D'accord. Alors, aujourd'hui, maintenant, en quoi consiste votre métier concrètement? Comment vous pouvez l'expliquer, à nos auditeurs? Qu'est-ce que fait un CEO d'une société de gestion? C'est la définition de la stratégie, c'est le management des équipes, donc vous en parliez, donc j'imagine que évidemment c'est une question qui est toujours là. Vous faites aussi, et puis j'imagine, de la gestion financière. Comment ça se passe? En fait, oui, j'ai 4 métiers en un. D'accord. Euh, j'ai 3 métiers qui sont tout le temps et j'ai potentiellement une partie de mon job qui est que très rare et très intérimaire. Je vais vous expliquer. En gros, donc évidemment, chaque jour, manager les équipes. Même si dans certaines équipes j'ai des managers, donc moi je supervise uniquement, mais globalement effectivement c'est fixer la stratégie, fixer les objectifs, manager, aussi donner des solutions parfois quand les gens sont bloqués, appeler des personnes qui pourraient débloquer la situation, etc. Donc voilà, management des équipes, ça c'est vraiment la première activité. Ensuite, deuxième activité, c'est bien sûr développer la société. Et ça prend plein de facettes différentes. Je fais évidemment des meetings avec des partenaires, avec des prestataires aussi qui permettent de développer la société. Nous, on est sur une clientèle de CGP, de Family Office, donc je vais les rencontrer. Parfois, D'accord, effectivement, ouais. j'accompagne notre directeur du développement lorsqu'il fait des roadshows. Donc ça, c'est une partie du développement. Une autre partie, c'est évidemment tout ce qui est marketing, presse aussi, Oui. les interviews télévisées ou dans la presse écrite. Donc ça, c'est vraiment la partie développement de la société. Et puis, j'ai la gestion des portefeuilles. À la base, moi, je suis plutôt sélectionneur de fonds. Je suis devenu, à part le temps, également sélectionneur d'ETF parce que les ETF prennent beaucoup Oui. de place maintenant Classique, aujourd'hui. effectivement, ouais. Donc ça, c'est vraiment mes 3 métiers. Manager les équipes, développer la société et gérer les portefeuilles, sélectionner des titres. Et j'ai La un métier quatrième par mission. intermittence. Ouais, Un métier qui est rare, mais qui peut prendre énormément de temps lorsqu'il se manifeste, c'est protéger la société. d'accord. Protéger la société, évidemment, quand on peut avoir voilà, un litige ou des gens qui sont pas forcément bienveillants vis-à-vis de la société en externe, ben il va falloir protéger la société. Ça peut prendre énormément de temps. C'est aussi des activités plutôt juridiques. Et donc voilà, c'est un quatrième métier qui se manifeste heureusement très rarement, mais qui peut me prendre beaucoup de temps.
Donc voilà, franchement, c'est pas forcément simple de jongler entre toutes ces activités, hein. Il y a des jours au sein de la même heure, je fais de la gestion, je parle à des partenaires pour la dimension commerciale, je prépare une interview Oui, pour la presse, je tranche sur des points de management, mais vraiment, j'ai l'impression que maintenant, je pourrais plus faire autrement, en vérité. Enfin, oui, d'accord. toutes ces activités, elles me plaisent, elles m'intéressent, et l'expérience embarquée, elle est juste exceptionnelle. Elle est à la fois sur la dimension commerciale, elle est sur le management, elle est sur le juridique, elle est sur, voilà, l'expérience embarquée est exceptionnelle. Donc aujourd'hui, je pense que je pourrais plus faire autrement. D'accord. On va peut-être plus maintenant parler plus effectivement de la stratégie de la société, de comment vous prenez chez Galilée, vos décisions d'investissement. Alors quels sont les critères les plus importants pour vous? Est-ce qu'il y a des indicateurs clés que vous regardez en priorité? Qu'est-ce qui est un red flag pour vous? Alors j'imagine qu'au début ça passe par, quoi? Alors vous avez dit que vous investissez effectivement dans des fonds, vous investissez dans des ETF. Comment on les choisit? Alors pour ma part, en fait, j'ai un système par coefficient. Alors, on a un coefficient 3 sur tout ce qui est rationnel d'investissement. Donc il faut qu'on soit convaincu par la thèse d'investissement, l'analyse fondamentale qu'on fait, par exemple si on investit sur un titre ou même sur un fonds, hein. Mmh. Donc le rationnel d'investissement, coefficient 3. Ensuite, très important également, la valorisation, coefficient 2. Donc il faut toujours se demander si on achète cher ou pas cher. Évidemment, c'est très subjectif, mais c'est Bien très très sûr, important de se ouais. poser la question de la valorisation, parce que on peut acheter une entreprise magnifique, mais si on la paye très cher, ben, on n'aura pas forcément le même potentiel boursier que voilà, si on avait choisi un autre timing d'investissement, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et ça va rejoindre le point numéro 3 qui est l'analyse technique, coefficient 1 cette fois-ci. Donc évidemment, lorsqu'on rentre dans un titre, il faut essayer d'avoir un momentum qui soit positif. Évidemment, ça va aider. Et puis au niveau du client, c'est toujours positif quand on dit qu'on optimise le point d'entrée. Pour moi, c'est le moins important et le plus variable et le plus subjectif. Mais c'est quand même coefficient 1. Donc si je dois D'accord. résumer, le rationnel d'investissement coefficient 3, la valorisation coefficient 2 et l'analyse technique, le Le momentum, on va moment où on dire, rentre, ouais. coefficient 1. OK. Donc du coup, c'est toujours, donc rationnel d'investissement, c'est en fait, c'est comment on choisit une entreprise, ensuite c'est comment on la paye à un bon prix. Comment on choisit une entreprise? Qu'est-ce que vous regardez? J'imagine que vous lisez, les rapports annuels, vous faites des analyses du secteur, est-ce que vous allez rencontrer les entreprises dans lesquelles vous investissez ou vous voyez le top management? Comment ça se passe? Absolument. En fait, on a une analyse qui est d'abord quantitative, puis ensuite, progressivement, bah, plus on arrive vers la sélection du titre et l'insertion en portefeuille, plus elle va être qualitative. Donc nous, le screening à la base, il est évidemment quantitatif sur la base bah, des, des états financiers, hein, le bilan, le compte de résultat, le cash flow statement, Ouais, etc. On va faire un screening quantitatif. Puis après, quand il y a des valeurs qui nous intéressent, on les analyse plus par rapport à leur groupe de comparables, on les analyse toutes seules. d'accord, Et ouais. donc en fait, dans l'analyse toute seule, évidemment, on va regarder bah, ce que fait, ce que font les chiffres, bien sûr, mais aussi ce que font le management. On peut avoir des analyses SWOT avec les opportunités, les forces, les faiblesses, etc. On peut avoir bien sûr une analyse de la valorisation avec un DCF par exemple si c'est pertinent pour la société qu'on utilise, qu'on va vouloir utiliser dans le Autorisé, ouais, portefeuille, bien pardon. sûr, ouais. Donc effectivement, on va analyser d'abord la société via son groupe de comparables, plutôt quantitativement, puis ensuite la société tout seul. Et plus on avance, plus la sélection va être qualitative. Donc on va aller regarder effectivement bah, que fait la société que fait le management. Et en fait, on va donner un score finalement croissance, on va donner un score value, on va donner un score momentum aussi.
Et on va avec ces scores-là, ben, arriver finalement à avoir une notation qui va nous dire bon, est-ce que la société en question est pertinente dans notre D'accord. portefeuille, pour notre portefeuille. Et ensuite, bien sûr, il y a l'étape d'insertion en portefeuille qui est très très importante. Est-ce que elle elle coïncide avec les autres actions qu'on a en portefeuille. C'est-à-dire, quand vous faites un portefeuille, c'est comme quand vous créez une équipe de foot. Si vous êtes sélectionneur d'une équipe nationale, un peu comme Didier Deschamps, Ouais. il va vous falloir des attaquants pour faire de la perf dans votre portefeuille. Il va vous falloir des défenseurs qui vont stabiliser le portefeuille quand voilà, le marché est un peu moins prospère. Ces actions-là, il va pas falloir sélectionner des actions qui font la même chose. Il va pas, enfin, si vous avez deux joueurs dans une équipe qui font la même chose, ils vont un peu se marcher dessus. Donc, il Ouais. va falloir sélectionner en fait des joueurs complémentaires. Bah là, c'est pareil, des actions complémentaires qui ont une bonne décorrélation entre elles pour pouvoir avoir la meilleure diversification possible, Possible au tout sein en du ayant portefeuille, ouais. des actions qui vont faire de la perf et des actions qui vont stabiliser le portefeuille. Et ça, c'est D'accord. très important. C'est l'étape d'insertion en portefeuille. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret maintenant sur thématique, puisque vous travaillez beaucoup par thématique d'investissement. Vous avez une thématique exploration spatiale. Alors, comment est-ce que vous l'analysez? Qu'est-ce que vous regardez en premier? Comment vous investissez sur cette thématique? Pourquoi? Quelles sont vos convictions? Alors déjà, oui, effectivement, moi je suis un gérant plutôt tourné vers l'investissement thématique. Et l'investissement thématique, en fait, il est totalement différent de l'investissement classique. C'est-à-dire, si vous êtes dans l'investissement classique, vous allez voir géographie, secteur. Par exemple, Oui, je vais sur la tech aux US. Donc, tech étant le secteur, géographie, US. L'investissement thématique, c'est pas du tout ça. L'investissement thématique, par essence, il est international. Et donc, en fait, vous allez essayer de sélectionner, bien sûr, les thématiques qui ont le plus de perspectives économiques et de potentiel boursier. Mais par essence, c'est international, donc vous n'allez pas tellement vous soucier de est-ce que je vais investir dans tel pays ou tel secteur finalement. Vous allez essayer de sélectionner des sociétés qui font partie de la même thématique et qui peuvent ne pas du tout être dans le même secteur. Je prends l'exemple de la méga trend vieillissement de la population qui donne en bourse la thématique Silver Economy, donc économie, la oui. thématique de l'économie autour du vieillissement de la population. Dans cette thématique, on a une partie du secteur de la santé avec les maisons de retraite, par exemple, avec les équipements auditifs, les équipements optiques pour les seniors. On a une partie du secteur du tourisme avec les croisiéristes, hein, les sociétés de croisière qui font l'essentiel de leur chiffre d'affaires avec les seniors. Et puis, on a une partie du secteur de l'assurance avec la dépendance, la prévoyance, Bien etc. sûr. Entre finalement une société d'équipements auditifs pour les seniors et une société qui fait des croisières, elles sont pas du tout dans le même secteur, mais elles sont dans la même thématique. Tout à Et fait. donc en fait, on va analyser les thématiques et on va se poser la question, en fait, quelles sont les thématiques qui ont le plus de potentiel boursier. Et pour définir quelles thématiques ont le plus de potentiel boursier, bah, on va se focus d'abord sur les fondamentaux, savoir si la thématique elle est bien structurelle, si elle a des perspectives économiques au minimum à 20 ans, si elle est internationale, si elle est transversale, si elle est multisectorielle, si la problématique finalement est mondiale et transversale dans le sens multisectoriel pour qu'elle puisse façonner le monde de demain. Donc ça c'est première chose. Et puis après, on va aller dans l'étude chiffrée. On va aller regarder bien sûr la valorisation, j'en parlais tout à l'heure, le price earning ratio, Bien on va sûr, regarder ouais. les performances, la volatilité, la corrélation avec la growth, la value. On va regarder tout un tas de choses qu'on a montées chez nous parce qu'on a fait des indices thématiques. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. On va analyser les points forts et les points faibles. Ça, c'est très important. Toujours se remettre en question, surtout dans l'investissement thématique. Thématique, ouais, bien sûr. Et puis après, on va regarder les actions qui font partie de la thématique sur lesquelles on peut investir, ou les fonds, ou les ETF, et on va choisir.
On va choisir en fonction de critères classiques cette fois-ci. Voilà, on va choisir un bon fonds, un bon ETF en fonction de voilà, la performance ou le tracking. Est-ce qu'il a un bon tracking si c'est un ETF? Voilà. Donc ça, vraiment, le process, si je dois résumer, le focus sur les fondamentaux, c'est très important. Études chiffrées, analyse des points forts et des points faibles, et finalement, ensuite l'investissement, analyse du gisement de fonds ou du gisement d'actions et investissement sur ces fonds ou ces actions. D'accord. Je prends juste une petite seconde pour vous inviter à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux et nous avons besoin de votre soutien. Pensez donc à actionner la cloche pour ne manquer aucun de nos contenus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter gratuite Café de la Bourse. Vous recevrez nos analyses chaque semaine et en cadeau notre ebook pour investir en bourse. Le lien est dans la description. Et alors, l'exploration spatiale, ça, c'est une thématique que vous avez lancée récemment. Alors, effectivement, l'exploration spatiale, elle existe pas depuis très longtemps parce que finalement, le gisement sur cette thématique de gisement d'action cotée, il est assez récent. Et donc, en fait, l'exploration spatiale, elle nous intéresse parce que, bien sûr, c'est quelque chose qui est vraiment structurel. On est sur un développement sur plusieurs décennies. C'est porté par beaucoup de méga tendances, la révolution digitale et robotique, par exemple. Bien sûr, ouais. L'exploration spatiale sert bien sûr à la navigation par satellite, à la géolocalisation, aux communications Internet, parfois même aux transactions financières. Il y a aussi la mutation des modes de consommation, donc une méga trend qui va aussi porter cette thématique. Par exemple, sur la surveillance, sur la sécurité à domicile, qui va pouvoir avoir recours finalement à des applications dans l'espace. On va avoir également la transition énergétique, l'étude de la météorologie, du climat, Oui, c'est vrai, ouais. voilà, qui sont portés par cette thématique. Et donc en fait cette thématique elle est structurelle, elle est internationale et puis en plus avec la guerre 2.0 qu'on connaît aujourd'hui, le statut de puissance il s'acquiert aussi dans l'espace. Tout à Et fait. elle est transversale, elle considère, elle réunit beaucoup de secteurs. Je viens d'en parler, mais pour développer un petit peu, il y a l'industrie bien sûr avec les satellites, il y a l'industrie avec l'impression 3D par exemple, il y a la santé. Maintenant, il y a même la production de médicaments en microgravité dans l'espace. Il y a la technologie avec le cloud, la cybersécurité. Donc voilà, structurel, international, transversal, on retrouve ça. Et ce qui a catalysé cette thématique réellement ces dernières années, c'est une seule chose qui est vraiment très très importante, c'est la baisse du coût du lancement des satellites. Oui, Les années d'accord. 2000, ça coûtait à peu près 18 000 dollars le kilo de satellite envoyé. Aujourd'hui, on est plutôt à 2 500 dollars par kilo de satellite. Évidemment, avec la démocratisation des lancements, avec également SpaceX qui est rentré dans la danse, avec des sociétés comme Rocket Lab aussi qui ont des lanceurs et qui ont contribué à démocratiser effectivement cette thématique. Et donc après, bien sûr, après tout, quand on a dit ça, on va aller regarder évidemment tout ce qui est études chiffrées, la cherté de la thématique en bourse. Alors on est un peu plus cher que le marché. On est Oui, c'est ça, parce que du coup, on est sur des multiples qui sont plus élevés sur cette thématique-là. Ouais, tout à fait. On est à 27, on est à 27 fois les bénéfices, alors que sur le marché, en général, on est plutôt à 21 fois, 22 fois. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu plus cher, mais on a effectivement des actions de croissance et aussi des actions qui ont bénéficié de l'essor de la défense ces dernières années, puisque effectivement, comme je dis, il y a la guerre 2.0 qui se joue aussi dans l'espace. Oui, bien sûr. Donc voilà, mais je pense qu'on va pas arrêter de parler de cette thématique dans les prochains temps. Il y a l'IPO de SpaceX qui arrive, Bien la sûr, ouais. mission Artemis aussi qui a eu beaucoup de retombées ces derniers temps. On a tout ça qui a rejailli de manière positive sur les acteurs de toute la thématique.
Et donc, effectivement, on a cette thématique qui était la première dans le palmarès de toutes les thématiques qu'on regarde. On en regarde 25. Elle était première en 2024, elle était première en 2025 et cette année, 2025, ouais. elle est encore deuxième dans le palmarès des thématiques. Donc, c'est vraiment D'accord. une thématique qui intéresse en ce moment. Et votre première en ce moment? Comment? Et la première, du coup, pour 2026 en ce moment? Ah, la première, c'est besoins énergétiques en ce moment, Ah oui, mais avec ce qui effectivement, se oui, passe évidemment dans le Moyen-Orient. effectivement. Alors maintenant, une question un peu plus peut-être personnelle. Quelle est votre meilleure décision d'investissement? Et puis après, il y aura le corollaire, évidemment. Quelle est votre pire décision d'investissement? Alors la meilleure, c'est que j'ai investi sur le pétrole en avril 2020, en pleine crise Covid. Le pétrole valait plus grand-chose. Oui, effectivement, il a même été négatif pendant un petit moment. Hein, C'est on savait ça, plus quoi en faire. Hein, oui, des futurs, ouais. tout à fait. Alors les futurs étaient négatifs. Moi, j'ai pas investi en négatif, on va dire, dans le sens où j'ai choisi le USO, vous savez, le fonds un peu amiral qui suit le cours du pétrole, US Oil. Et donc sur ce fonds-là, effectivement, en avril 2020, bah après, j'ai attendu tranquillement que le pétrole remonte et que la crise passe. Et Euh, vous avez conservé la position jusqu'à quand alors? alors pas jusqu'en 2022 malheureusement, mais bien jusqu'en 2021, bien au troisième trimestre 2021. Faudrait que je regarde exactement, mais c'était jusqu'en 2021 et donc on a fait sur voilà, sur cette position pas mal de plus-value. Oui, Donc voilà, ça c'était la meilleure. Alors la pire elle est récente. C'est Klarna. Euh, d'accord. la Klarna, c'est Pay now, pay later. le spécialiste du paiement fractionné. Ouais. Vous savez, c'est Buy Now, Pay Ouais, Later, pay hein. later, oui, voilà, ouais. Ouais, Exactement, c'est ça. qui a fait son IPO récemment. Oui, Et je pensais que ça allait bien marcher. Il y avait marché, ouais. voilà, qu'il y avait une croissance effectivement assez importante des utilisateurs, mais la croissance c'est pas tout. Effectivement, au niveau de la rentabilité, on a été assez déçus par les chiffres qui ont été annoncés et le marché a été également déçu. Mais le plus important, je dirais, c'est pas forcément voilà, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Oui, ouais. Est-ce qu'on coupe? Est-ce qu'on conserve? Est-ce que même Mhm. on réinvestit parce que du coup on a un meilleur point d'entrée et du coup on peut moyenner le prix à la baisse? Et c'est surtout ça la question importante lorsqu'on est face à la meilleure décision ou à la pire d'ailleurs, hein. Oui, bien sûr. Non, mais la question de la sortie est assez cruciale pour les deux, oui. Tout à fait, parce que la meilleure, voilà, bon, je vous dis, effectivement, on est sorti en 2021 du pétrole, en tout cas de cette position-là. Ben voilà, est-ce qu'on a coupé au bon moment? Est-ce qu'il fallait encore conserver? Et voilà. Et puis pareil pour Klarna, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe? J'ai failli couper moi lorsqu'elle était aux alentours de 12 $. Au final, maintenant, elle est revenue aux alentours des 15. Le mois dernier était plutôt meilleur que voilà ce qu'on avait connu depuis l'IPO. Donc voilà, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on conserve, est-ce qu'on réinvestit? Parfois, ça m'est arrivé de réinvestir. Voilà, je m'y suis pas pris au bon moment, mais le cas d'investissement restait bon. Et il faut surtout en fait que le cas d'investissement reste bon. Il faut pas s'entêter si le cas d'investissement pour nous n'est plus bon, selon les critères que je vous ai donnés Oui, tout bien à l'heure, sûr. Vous le repartez rationnel, sur le rationnel la d'investissement, valo exactement. et l'analyse technique. Ouais, Voilà. d'accord. Ok. Alors, on va peut-être parler maintenant de la situation actuelle. Hein. Alors, quel est votre sentiment de marché et quel conseil vous donneriez à un investisseur particulier dans le contexte actuel? Parce que c'est quand même il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité. C'est vrai qu'il y a de beaux dossiers, mais PER est parfois élevé. Voilà. Tout à fait. Alors effectivement, bon, la volatilité, de toute façon, il y en a tout le temps, hein. C'est très très rare ou quasiment inexistantes sont les périodes où il y a aucun nuage à l'horizon. Donc effectivement, si on investit que quand il y a aucun risque, on investit Ça se quasiment fait pas, jamais. oui. Or, il faut être investi et souvent de manière continue
pour avoir les meilleurs profits. D'ailleurs, il y a des statistiques qui existent sur si on rate les 10 meilleurs jours de bourse, effectivement, on a une performance qui est bien moindre que si on était investi tout le temps. Et plus on rate certains jours en faisant des ajustements, plus c'est compliqué. Donc aujourd'hui, bon, évidemment, il y a la guerre en Iran qui a clairement cassé la dynamique de reprise mondiale. Hein. On est quand même sur un choc d'offres qui peut être stagflationniste. Donc avec une inflation plus élevée, une croissance plus faible. Là, il y a une désescalade, ça aide un petit peu, mais la prime de risque sur le pétrole, pour l'instant, elle est durable et elle continue à peser quand même sur l'économie. Donc la croissance mondiale, elle est attendue plus qu'à 2,7, je crois, cette année, en 2026. On attendait mieux. Après, faudrait différencier par région. Hein. Sur les US, Oui, tout à clairement, fait. on a un ralentissement, mais c'est nettement plus résilient que le reste du monde. Aussi, il faut dire qu'ils utilisent peu le pétrole du détroit d'Ormuz. Bien sûr. Ils sont impactés par le prix mondial du pétrole, bien sûr, Pétrole, tout puisque à c'est un fait, prix mais oui. mondial. Mais ils utilisent peu ce pétrole-là. Donc sur les livraisons, ils sont peut-être un petit peu moins impactés. Donc voilà. Après, on a évidemment la zone euro qui est, enfin l'Europe en tout cas, qui est la plus pénalisée par la dégradation de la demande, le choc énergétique. Voilà les indicateurs avancés qui se retournent en ce moment en Europe. Des Et prévisions de croissance qui on a sont pas très bonnes, oui. ouais, tout à fait. Et Mm. puis on a l'Asie avec quand même une forte dépendance au cycle, aux chaînes d'approvisionnement, avec un moteur domestique qui est suffisant à court terme, mais pas forcément à long terme. Donc voilà, effectivement, on est dans ce cas où finalement on est dans une période de volatilité, mais c'est dans ces périodes-là qu'on investit. Alors effectivement, les marchés sont pas forcément beaucoup plus bas qu'avant le début de la crise. Non, c'est Euh, oui, ils ont déjà beaucoup remonté, enfin surtout le marché US. Exactement, tout à fait. Donc est-ce que voilà, on continue à investir? Moi, j'ai tendance à dire, vous me demandez pour un investisseur particulier. Pour un investisseur particulier, c'est très difficile de timer le marché. Et toutes les études montrent que finalement, l'investissement régulier, progressif, qui lisse les points d'entrée, va être plus intéressant que effectivement d'y aller en essayant de talmer le marché. Alors évidemment, quand on a une crise comme le Covid ou comme la crise de 2008, les subprimes, bon, qu'on sait que le marché est vraiment au tapis, bon là on peut y aller, mais c'est pas forcément le cas ici. Donc là, je conseillerais, si je puis dire, de continuer l'investissement progressif parce que c'est quand même celui qui permet de lisser le mieux les points d'entrée. Avec l'investissement progressif, vous allez, si vous achetez toujours le même montant d'actions ou d'ETF, vous allez au final vous retrouver dans 10 ans à avoir plus d'actions qui ont été achetées à moindre prix, puisque vous Bien achetez sûr. toujours le même montant, Même, oui, que d'actions chères qui ont été achetées à un prix élevé. Donc je conseille, sauf quand vraiment on a une crise très importante et que là, bon, évidemment, on peut y aller sans aucun souci si on a les moyens à ce moment-là d'y aller. Mais quand on a effectivement un recul des marchés qui est pas si significatif que ça, continuer l'investissement progressif pour un particulier, ça me paraît être quand même la meilleure option. d'accord. Alors, pour finir, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager de votre métier? Je sais pas, quelle est par exemple la demande la plus insolite qu'on vous ait faite ou l'investissement, je sais pas, le plus insolite que vous ayez fait? Alors, la demande la plus insolite qu'on m'a fait, elle est venue en interne. Elle est venue en interne. Euh, c'est un de mes gérants qui un jour est venu avec un PowerPoint de quelques slides pour me dire j'aimerais créer des indices thématiques. Euh, Évidemment, c'est assez éloigné de ce qui
de son job au quotidien, qui était plutôt l'analyse Ouais. de titres et le passage d'ordre, etc. Mais c'est vrai que dans l'investissement thématique, on a euh, on a des métriques qui sont très compliquées. En fait, on n'a pas vraiment d'indice pour chaque thématique c'est très subjectif l'investissement thématique parce que par exemple le Bien sûr, gérant de c'est chez sûr, Pictet c'est un investissement de conviction, oui. tout à fait. Et puis le gérant de chez Pictet va considérer que bah voilà telle action sont dans cette thématique. Celui d'Amundi va considérer que ah bah non cette C'est action dans bah ils une font pas autre, assez de ouais. chiffre d'affaires avec en lien avec la thématique. Donc Mhm. moi je prends les autres etc. On n'a pas vraiment de benchmark thématique. Ouais. Et donc en fait il est venu me voir et il me dit j'aimerais créer des indices thématiques avec les sociétés qui reviennent le plus dans les fonds et les ETF thématiques. Et euh, et en fait, c'est un projet qui nous a plu. Bon, j'en ai parlé aux actionnaires et c'est un projet qui nous a plu et on l'a suivi. Donc en fait, on a créé d'abord des indices internes. On a soumis d'ailleurs notre dossier de candidature à l'AGFI. On avait eu effectivement la coupole de l'innovation de l'AGFI. Euh, on a on a ensuite créé sur ces indices des AMC, qui sont des Actively Managed Certificates. C'est des D'accord. sortes de trackers finalement sur ces indices. Ça a bien plu. On a créé l'exploration spatiale, on a créé le luxe et lifestyle, on a créé le tracker sur l'eau, la thématique water, et on a créé IA et robotique. D'accord. Ça a vraiment bien plu. Et donc en fait, on est allé voir finalement un provider d'indices, Solactive, et on a créé véritablement des indices qui sont des indices benchmark sur lesquels on peut maintenant créer des produits structurés. Et donc c'est assez éloigné du business classique des sociétés de gestion Bien qui sûr, sont ouais. finalement les fonds, les mandats. Nous, on a 3 activités maintenant chez Galilée aussi grâce à cette idée. C'est bien sûr la gestion de fonds, bien sûr la gestion de mandats, mais aussi la création d'indices et de D'accord. toute la chaîne de produits qui est sur ces Sur indices. ces indices. Voilà, D'accord. donc tracker et produits structurés. Et c'est ça aussi qui fait notre différence. C'est ça aussi pour ça aussi qu'on est souvent interrogé par la presse sur les thématiques. C'est aussi ça pour ça qu'on a des nouveaux partenaires qui sont venus pour l'expertise thématique chez nous. Et donc c'est clairement la demande la plus insolite, voilà, et on est content de l'avoir suivi. Alors, on suit pas toutes les propositions, par contre on laisse énormément la possibilité en interne à nos équipes de nous challenger, de nous faire des propositions. On les suit pas toutes bien sûr, mais celle-là on est vraiment content de l'avoir suivie. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, René Michali, d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Parole d'experts de Café de la Bourse. Merci d'avoir suivi cette édition en vidéo ou en podcast. N'hésitez pas en commentaire à nous partager, vous aussi, votre façon d'analyser des titres ou de réaliser vos arbitrages en portefeuille. On suivra ça de très près. Et à bientôt pour une nouvelle émission.